Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur l'Univers du crime, la chaîne qui explore le monde judiciaire et la criminologie. Avant de vous parler de l'histoire du jour, l'affaire des disparus de Boutier, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos et à vous rendre sur le site universducrime.com pour découvrir nos événements dans toute la France. C'est un cold case absolument exceptionnel dont je vais vous parler dans cette nouvelle vidéo, exceptionnel à plus d'un titre. Il est aujourd'hui entre les mains du pôle national des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre. Ce pôle, c'est celui qu'on appelle aussi le pôle cold case. Il a été créé en 2022 et il travaille exclusivement sur ces affaires que l'on n'est pas parvenu à résoudre. Le cold case que l'on va évoquer, il s'est déroulé en 1972 et il a encore mobilisé des enquêteurs ces dernières semaines. Mais ce n'est pas ça qui le rend exceptionnel, ce sont surtout les victimes, ou plutôt les victimes présumées dans cette histoire de disparition, car nous ne parlons pas d'une personne disparue, ce qui arrive régulièrement malheureusement, on parle de 4 personnes d'une même famille, qui se sont purement et simplement volatilisées le soir de Noël 1972. Pierrette et Jacques Méchineau, avec leurs enfants, Éric et Bruno, sont partis en voiture du domicile des amis chez qui ils venaient de réveillonner. Ils ne sont jamais arrivés chez eux à Boutier-Saint-Trojan, à moins de 4 km de là. L'affaire des disparus de Boutier, c'est tout de suite dans l'univers du crime. Nous sommes le 24 décembre 1972 à Cognac, en Charente, au domicile de la famille Fontanilla. Pour ce réveillon de Noël, les Fontanilla ont invité leurs amis, les Méchineau. Les 2 pères de famille se connaissent bien, ils sont collègues à l'usine Saint-Gobain de Château-Bernard. La soirée est chaleureuse, on s'échange des cadeaux, on rigole, on boit un peu seulement. Monsieur Fontanilla partira travailler à 4h du matin, 25 décembre ou pas. Jacques Méchineau, de son côté, consomme très peu d'alcool de façon générale, et encore moins quand il doit prendre la route. Et ce soir-là, après la fête, il doit ramener sa femme, Pierrette, et leurs 2 enfants. Donc, pas d'excès. Les Fontanilla en témoigneront plus tard. Non, vraiment, la soirée se déroule parfaitement normalement, c'est un Noël comme tous les autres. Ah si, peut-être un détail quand même. Jacques a paru un peu nerveux ce soir, peut-être plus qu'à l'habitude, mais comment savoir avec lui, Jacques ? C'est pas tout à fait un livre ouvert, c'est même le contraire. Il a bon fond, mais c'est un type taiseux, un peu colérique même. Un travailleur, ça c'est sûr. Il est affecté à l'entretien des machines, et c'est un mécanicien très doué. Il enchaîne les extras, il dépanne, notamment les agriculteurs des alentours. Jacques, c'est un bosseur, mais un taciturne. Pierrette, sa femme, elle est très différente. Elle a 29 ans, 2 ans de moins que Jacques. Elle est discrète, Pierrette, mais elle est avenante. C'est une jolie brune que l'on croise parfois dans les rues de Boutier-Saint-Trojan lorsqu'elle va faire quelques courses ou chercher ses garçons à l'école du village. Ses enfants, justement, Bruno a 4 ans, Éric a 7 ans, ce sont des petits garçons souriants, polis, des gens sans histoire, les Méchineau, des voisins comme les autres. Sans histoire, en tout cas jusqu'à ce 24 décembre 1972. On revient chez les Fontanilla, le réveillon touche à sa fin. Jacques Méchineau, il est un peu nerveux, d'accord, mais il n'a pas l'air du tout pressé de rentrer. Il s'éternise là, dans le salon, mais il le sait pourtant que son collègue commence tôt à l'usine. Il est 1h du matin. On s'embrasse, on se remercie, on se souhaite une dernière fois un joyeux Noël, et les Méchineau remontent dans leur Simca Bordeaux. Les Fontanilla regardent les phares de la Simca qui s'éloignent dans la nuit, et puis ils rentrent chez eux. Ils le savent, la petite famille n'en a que pour quelques minutes avant d'être à la maison. Il y a très exactement 3 km 800 jusqu'à leur maison de Boutier-Saint-Trojan. Et pourtant, cela fait plus de 53 ans que les Méchineau sont partis et ils ne sont jamais arrivés chez eux. Que s'est-il passé sur cette petite route droite, sans difficulté particulière et qui longe en partie le fleuve, la Charente ? Cette question, tout le monde se la pose depuis un demi-siècle à Boutier-Saint-Trojan. Boutier, c'est une petite commune tranquille en bordure nord de Cognac, dans le département de la Charente, en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Un village de 1500 habitants, des petites maisons simples pour beaucoup, et puis les vestiges de villas gallo-romaines et une commanderie millénaire. Voilà, une commune sans histoire elle aussi donc, mais dans laquelle, aujourd'hui encore, tout le monde se demande ce qui est arrivé aux Méchineau. L'ancien maire, Robert Richard, aujourd'hui décédé, le résumait de cette façon en 2018. Que s'est-il passé sur les 3800 mètres qui séparent le foyer des Fontanilla de celui des Méchineau ? On revient à cette soirée du 24 décembre 1972. Les premiers jours, les voisins ne s'alarment pas vraiment. Une famille qui s'absente pendant les vacances de Noël, c'est du classique.
D'autant que les Méchino n'ont pas de proches à Boutier. Ouais, ils ont dû aller rendre visite à des parents, voilà tout. Et c'est d'ailleurs précisément ce que les Méchino avaient prévu. Ils devaient se rendre chez le père et la mère de Jacques, un peu plus loin en Charente, pour fêter Noël le 25 au déjeuner. Alors, forcément, chez les parents de Jacques, quand on ne les voit pas arriver, on s'inquiète. On appelle. Il n'y a pas de portable, évidemment, à l'époque. Alors le téléphone fixe sonne. Il sonne dans la maison des Méchino, il sonne encore dans le vide pendant de longues minutes. On finit par aller sonner chez les Méchino, mais pas de réponse. Et personne, ni parmi les voisins, ni parmi la famille, personne n'a la clé de leur maison. Alors, on alerte les gendarmes. Mais cette disparition est particulière et la loi de l'époque impose un délai de 10 jours avant qu'elle soit considérée comme inquiétante. Aujourd'hui, il en va tout à fait différemment. Une disparition peut être inquiétante dans les minutes qui la suivent. Et puis ce délai de 10 jours arrive à son terme. L'école a repris le travail, à l'usine aussi, et on doit se rendre à l'évidence. Les Méchino ne sont toujours pas de retour. Cette fois, les gendarmes pressentent que l'affaire est sérieuse. On commence par enfoncer la porte de la maison familiale, et la scène les inquiète encore plus. Il n'y a pas de traces de sang, pas de lutte, pas d'effraction, il n'y a pas de tiroir éventré, pas du tout. Il y a le sapin, les huîtres et la dinde dans le frigo, et au pied du sapin, les cadeaux encore emballés. Qui pourrait bien faire une telle mise en scène pour ensuite disparaître volontairement? Non, la quadruple disparition est forcément involontaire. Les gendarmes penchent plutôt pour un accident de la route au début. Très vite, ils se font aider d'un hélicoptère et tentent de repérer la Simca Bordeaux qui aurait pu percuter un arbre en contrebas d'un chemin, tomber dans un trou, on ne sait pas, alors on passe le trajet au peigne fin. Il y a les recherches aériennes par l'hélicoptère, mais il y a aussi des battues, des fouilles dans les maisons, des plongeurs qui explorent chaque mètre cube de la Charente, mais rien encore et toujours rien. C'est comme si la Simca s'était envolée, volatilisée sur le trajet. Les gendarmes sont perplexes. Un acte criminel, l'un des premiers mobiles en général, c'est l'argent. Mais sur le compte bancaire des Méchino, aucun mouvement, seule la paye de Saint-Gobain est arrivée. Alors évidemment, Jacques cachait bien un peu de liquide de ses activités de mécano. Mais rien ne semble avoir été fouillé, on l'a dit, et puis on ne tue pas pour quelques centaines de francs. Alors, les gendarmes enquêtent sur la vie privée des Méchino. Et ils découvrent très vite que la discrète Pierrette a succombé au charme du beau Maurice Blanchon, le fils des voisins. Maurice, il est un peu plus âgé qu'elle, et c'est en quelque sorte le tombeur officieux des dames de Boutier et des environs. Depuis quelques mois, ils entretiennent une liaison qui reste longtemps ignorée de tous. Parfois pourtant, les deux amants jouent un peu avec le feu, comme ce soir où Jacques rentre plus tôt et Maurice doit sauter par la fenêtre du premier étage, ses vêtements sous le bras, et puis regagner discrètement sa maison. Seulement voilà, les petits villages, vous savez ce que c'est. À la mi-décembre 1972, il y a une voisine évidemment bien intentionnée qui va trouver Jacques et qui lui raconte tout. Il s'en passe de drôle pendant que t'es à l'usine. Jacques, il est furieux, évidemment. Mais il ne tombe pas non plus de l'armoire. Il avait déjà confié ses doutes à l'un de ses copains. Il avait même ajouté « Si elle me trompe, je ferai disparaître tout le monde et personne ne les retrouvera jamais. » Les gendarmes entendent l'ami en question, ils aimeraient savoir s'il s'agissait simplement de paroles en l'air ou d'une véritable menace. L'ami ne sait pas, seul Jacques Méchino pourrait répondre à cette question. Mais il découvre aussi d'autres éléments inquiétants. D'abord, Pierrette aurait avoué sa liaison à son mari. Plusieurs témoins en attestent. Elle l'aurait même prévenu « Je vais te quitter, Jacques, je vais partir vivre avec Maurice. » Un Maurice qui l'assure. Le 22 décembre, donc 2 jours avant la disparition, Pierrette serait venue le trouver. Elle m'a expliqué qu'elle avait tout avoué à Jacques et que Jacques l'avait battue. Et c'est vrai, elle avait des traces de strangulation, un œil au beurre noir. Pourtant, elle me l'a dit, elle me l'a répété à plusieurs reprises, que quoi qu'il arrive, dans les jours ou dans les semaines à venir, je ne devais pas m'inquiéter. Elle a insisté là-dessus. Je sais pas, comme si elle voulait me faire passer un message. J'ai voulu en savoir plus, mais elle n'a rien souhaité dire d'autre. Alors que peut-on penser de ces déclarations de Maurice ? L'amant est persuadé que les Méchino sont partis s'installer dans un pays étranger, probablement en Australie. Jacques, il avait un collègue et un ami chez Saint-Gobain qui avait vécu là-bas. Ils en parlaient souvent tous les deux et ils lui demandaient énormément de renseignements sur ce pays. Voilà ce qu'affirme Maurice. Cette hypothèse, elle est séduisante, évidemment. Tout le monde a envie d'y croire, de penser que les Méchino sont peut-être même encore en vie, mais comment y croire ? Comment imaginer que la famille ait pu ainsi quitter le pays et même le continent sans puiser d'argent sur son compte bancaire ?
sans demander de visa, sans ses papiers, sans jamais laisser aucune trace, sans que Jacques ni Pierrette ne parlent même un mot d'anglais, et sans qu'on ne retrouve jamais leur voiture. À Boutier-Saint-Trojan, personne ne croit en tout cas à un accident. La possibilité d'une fuite en Australie, c'est ce qui reste privilégié par une partie des habitants. Certains murmurent, aujourd'hui encore, que Maurice, l'amant, n'est pas étranger à cette affaire. Il a d'ailleurs été inquiété par la gendarmerie au départ. Son jardin a même été fouillé, mais sans que rien ne puisse être retenu contre lui. Non, le plus probable pour les villageois, ça reste que Jacques Méchineau ait tué toute sa famille, puis qu'il ait profité des 10 jours durant lesquels la gendarmerie n'a pas lancé de recherche pour faire disparaître toutes les traces. Pourtant, cette hypothèse-là ne tient pas totalement la route, elle non plus. Elle se heurte en tout cas à une réalité. Depuis plus de 50 ans, elle n'a jamais été étayée par aucun élément. Les gendarmes et la justice n'ont pas ménagé leurs efforts dans ce dossier. Régulièrement, des investigations sont menées. En 2001, un gendarme arrive à la brigade de Cognac. Il se rend compte que plus personne n'a cherché les Méchineaux depuis des décennies. Stéphane Chalumeau, c'est le nom de ce gendarme, mène une enquête officieuse au départ pendant quelques années. Et puis le hasard amène la justice à se saisir à nouveau de l'affaire. En 2009 d'abord, un nouveau commandant de gendarmerie est nommé à la tête de la caserne Buisson-Morin à Cognac. Il s'appelle Georges Pierrini et il vient de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN. Cet institut, il a été créé après l'affaire Grégory pour exploiter scientifiquement tous les indices d'un fait divers. Le militaire est un cartésien. Il estime qu'il est inconcevable que la disparition n'ait laissé aucune trace. Il pense que les techniques modernes vont enfin permettre d'élucider ce mystère. En 2011, la justice permet à Chalumeau et à Pierrini d'enquêter tout à fait officiellement. Annie et Jean-Paul, 2 des 10 frères et sœurs de Jacques Méchineau, veulent vendre un terrain familial et ils ne peuvent pas le faire sans son accord puisque Jacques n'est pas déclaré mort. Le commandant relance l'enquête en utilisant toutes les techniques dont disposent désormais les gendarmes, et pas seulement. Avec Stéphane Chalumeau, ils vont entendre des dizaines de témoins de l'époque alors que les gendarmes n'avaient convoqué que 5 à 6 personnes en 1973. Une première piste les mène à Courserac en Charente-Maritime. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord de Boutier. On y retrouve des ossements, et des ossements qui datent d'environ 40 ans, alors forcément, ça laisse un espoir immense aux enquêteurs. Mais un espoir vite douché. L'ADN ne colle pas avec celui d'Annie et de Jean-Paul, pour le dire autrement et très simplement, les victimes ne sont donc pas de leur famille. Mais Chalumeau et Pierrini sont des coriaces, ils ne baissent pas les bras. Les cours d'eau sont à nouveau sondés, mais cette fois avec un tout nouveau sonar, utilisé pour la première fois dans cette affaire. Et là encore, la persévérance semble payer. En octobre 2013, une Simca 1100 couleur Bordeaux est repêchée dans la Charente. Nouvel espoir, nouvelle douche froide. Ni sa plaque, ni le numéro de son châssis ne correspondent au véhicule des Méchineaux. Alors ultime rebondissement, quelques mois plus tard, 7 corps sont retrouvés dans un jardin de Cognac, mais non. Leur mort date des années 20, par acquis de conscience quand même. Les recoupements ADN sont effectués, mais sans surprise, cela non plus ne mène à rien. Retourné depuis à l'IRCGN, Georges Pierrini n'aura donc pas réussi à résoudre cette affaire. Stéphane Chalumeau, lui, assure avoir une intime conviction, mais il n'en a jamais rien dit publiquement en tout cas. Les dernières recherches dans ce dossier sont toutes récentes, elles datent de janvier 2026. Alors, on l'a dit, le pôle Cold Case de Nanterre s'est emparé de l'affaire et c'est lui qui dirige les investigations. Des fouilles dans des carrières ont été menées sans que l'on sache encore si des éléments ont été retrouvés. Mais ces carrières ont déjà été explorées et dans le coin, personne ne pense vraiment que l'on y trouvera quelque chose. Ce n'est pas l'avis du pôle Cold Case pourtant. Là-bas, on y croit encore. La procureure adjointe, Marie-Céline Lavris, espère que les langues se délieront un jour ou l'autre et que quelqu'un finira bien par parler. Cette obstination, elle est légitime, 4 personnes qui disparaissent, dont 2 jeunes enfants, c'est forcément une affaire hors norme. Mais cette obstination, c'est peut-être aussi une manière d'essayer de réparer une anomalie dans ce dossier. L'enquête a été très mal menée, au début en tout cas. Des auditions bâclées, on l'a dit, des investigations menées avec des moyens certes, mais qui ont négligé des pistes pourtant très importantes. C'est Maurice Blanchon, l'amant, qui s'en émeut notamment. Pierrette, elle m'avait dit que vers le 18 décembre à peu près, Jacques Méchineau était parti. Il était parti tout seul, chez un ami en Vendée. Jacques, il ne quittait jamais le domicile familial. Il y a passé plusieurs jours et peu après, toute la famille a disparu. Je l'ai évidemment signalé aux gendarmes. Mais aucun enquêteur
n'a jamais jugé bon d'aller entendre cet ami en Vendée. Pourtant, on peut quand même imaginer qu'il a joué un rôle dans cette affaire. Les regrets de Maurice ne sont pas isolés. L'ancien maire, Robert Richard, disparu depuis, estimait que les recherches de l'époque n'avaient pas été élargies assez vite. Elles se sont concentrées sur un périmètre trop étroit, à mon avis. Alors qu'on aurait dû fouiller, par exemple, des cours d'eau bien au-delà de l'axe Cognac-Boutier. La procureure adjointe, Marie-Céline Lavris, parle même d'un cas d'école. Et elle aussi estime, dans Sud-Ouest, que les recherches n'ont pas été conduites comme elles auraient dû l'être. Elles se sont limitées à un périmètre restreint. Si le spectre est suffisamment large pour qu'elle ne se limite pas à des fouilles, l'évolution du matériel, et notamment des géoradars et des sonars, fait que nous n'avons rien à perdre à retourner sur les lieux. Voilà ce qui explique les fouilles qui ont été menées en janvier. À Nanterre, on l'assure, il n'y a aucune piste qui est privilégiée. Pas même celle avancée par une lettre anonyme et par un autre témoignage qui accuse un petit voyou local, aujourd'hui décédé. Mais rien, toujours rien, ne vient étayer une thèse plutôt qu'une autre. Est-ce qu'on connaîtra un jour la vérité sur les disparus de Boutier ? À chaque anniversaire de sa disparition, le village reparle de cette affaire, qui ressurgit aussi lorsque d'autres cas médiatiques occupent le devant de la scène. Les affaires Godard ou Dupont de Ligonnès, par exemple. Mais il y a une différence, et une différence notable. On n'a jamais retrouvé la moindre trace des Méchineaux. Pas un indice, pas un témoignage. Le néant absolu. En mars 2026, comme partout ailleurs, Boutier-Saint-Trojan a été appelé à se choisir un maire. Sur les listes électorales, les noms des Méchineaux apparaissent encore, mais dans le village, on en est persuadé, ni Bruno, ni Éric, ni Pierrette, ni Jacques ne reviendra jamais voter. C'était Histoire de crime, abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous sur notre site universducrime.com pour découvrir nos événements dans toute la France.